Alors, bienvenue de nouveau sur ce plateau de Suisse Expo TV qui se trouve, je vous le rappelle, dans la grande halle consacrée aux étables. Là, vous allez trouver tous les animaux qui participent au concours cette année à Genève. Et nous allons, pour ce sujet, être en quelque sorte entre professionnels sur un sujet un petit peu plus technique. On va parler pas mal de génétique, notamment en présence d'éleveurs, à savoir Patrick Demont, qui est éleveur Holstein dans le canton de Vaud. À côté de moi se trouve Mauro Beltromino, qui est éleveur Holstein en Italie, dans la région de Turin, qui voudra bien témoigner également pour le côté italien de l'élevage sur cette race. Et puis Patrice Simard, qui est directeur marketing de ST Genetics, et qui est parmi nous également pour nous parler un peu plus largement de la race, peut-être au niveau mondial. Vous pourrez nous donner une vision un peu plus large de ce qu'est l'élevage Holstein aujourd'hui en 2020 et pour demain. Pour commencer, je vais proposer à Patrick, éleveur suisse, et on commencera à tout seigneur, tout honneur, par lui demander ce qu'il en est de la Holstein en Suisse aujourd'hui, quelles sont les attentes à ce jour et pour demain des éleveurs Holstein en Suisse, même si j'imagine qu'il peut y avoir quelques petites variations, il peut y avoir des nuances entre ce que recherchent les uns et les autres, mais je vous laisse nous décrire en quelques mots le paysage de l'élevage Holstein à ce jour. Oui, alors bonjour à tous. Alors c'est vrai que l'élevage Holstein en Suisse, c'est un élevage qui est quand même très performant. La Suisse est un pays d'éleveurs, je crois que de toutes races confondues, par sa configuration, comme beaucoup d'herbage, beaucoup d'alpage. Je pense de tout temps, les éleveurs suisses ont été des passionnés. Au niveau de la Holstein, je dirais il y a l'éleveur qui va traire du lait, faire un lait économique avec une vache plutôt résistante. Et je crois que la Holstein elle est capable de faire ça, malgré tout ce qu'on peut entendre sur les médias par rapport à une race un petit peu extrême. C'est vrai, comme dans tout élevage, que ce soit élevage canin ou de chevaux, où on a peut-être un peu poussé dans les extrêmes. Aujourd'hui, je pense qu'avec les moyens génétiques, par rapport aussi l'avantage du génomique, où on a pu nous amener des critères fonctionnels, par rapport aux résistances aux marmites, par rapport à d'autres critères fonctionnels, par rapport à des résistances aux maladies, métaboliques et autres. Et je crois que la race Holstein aujourd'hui, c'est une race qui a sa place dans le monde entier. C'est une race productive, mais je crois que si on veut avoir à manger pour l'avenir, il faut produire. Et c'est pas en faisant une production de 50% comme certains aimeraient revenir à des vaches à 5000 kg. À mon avis, quand on va arriver à produire la marchandise, il y a toujours plus de gens sur cette planète. Et on a prouvé que les Holstein étaient durables, avec des vaches de production de plus de 5000 kg par jour de vie. En Suisse, on a eu une vache qui, cette année, a passé le seuil des 200 000 kg de lait. Je pense qu'on peut la citer, la vache Haïti. Donc avec une longévité comme ça de 21 ans et produire 200 000 kg, c'est juste remarquable. Une vache qui a été à la pâture, une vache qui a produit, une vache qui a fait des veaux. C'est bien la preuve que la Holstein peut être durable. Voilà. Et moi, pour ma part, en tant qu'éleveur Holstein, c'est vrai que j'ai mon petit créneau. On est là à Suisse Expo pour les vaches de concours. On aime la belle vache. Mais on veut des vaches quand même économiques. On veut des vaches qui produisent du bon lait, du lait de qualité. Après, le critère de beauté, c'est juste une sélection aussi génétique. C'est peut-être aussi une connaissance par rapport à d'autres éleveurs, chacun. J'imagine qu'en tant que sélectionneur vous-même, vous êtes quand même toujours sensible à une certaine morphologie. Vous avez vos propres aussi critères. Moi, je dis souvent, quand on dit une vache qui va être durable, il faut une vache qui a des bons pieds, des bons membres. Si le pied il est plutôt attaché très haut, il va aussi mieux vieillir. Et il y a du potentiel pour l'avenir. Au niveau du bassin, une vache qui a un bon bassin va mieux, a une meilleure fertilité. Donc on s'approche vers des critères quand même aussi de beauté. Après il y a la stature, après il y a la finesse. Si on veut des vaches un peu plus de musculature aussi peut-être, voilà, on peut chercher un peu des critères de phénotype en morphologie qui comptent toujours à vos yeux. Il n'y a pas que la génomique ou la génétique type sur les papiers. Côté italien, on va se transporter un petit peu plus au sud des Alpes, donc pour poser la même question à Mauro. Est-ce que vous confirmez ces attentes qu'on entend en Suisse, ou est-ce que les attentes ou les exigences des éleveurs Holstein en Italie sont différentes, et si oui, en quoi? Bonjour à tous. Je pense qu'à peu près c'est la même histoire de la Suisse, mais la différence c'est que l'Italie, il y a un système d'élevage encore plus intensif que pas en Suisse. En Italie, c'est normal que les Holstein n'allaient pas le pâturage.
Il n'y a pas, je pense, un Holstein qui allait à l'alpage. C'est un système, comme on a déjà dit, plus intensif. Et les fermes sont énormément plus grandes qu'en Suisse. Oui. Comme chez moi, il y a 100 vaches anglais, mais aujourd'hui, nous sommes une petite ferme. Par rapport à d'autres exploitations. Oui, pour l'Italie. C'est normal dans la plaine du Pô qu'il y a des vaches de 400, 500 vaches, ou autrement plus. Plusieurs fermes aujourd'hui, il y a les robots pour traire. Il y a tous des systèmes pour gérer les vaches plus automatiques. Il y a toujours moins besoin de les personnes qui travaillent. Et suivant, quand c'est des personnes qui travaillent, ce n'est pas des éleveurs, mais c'est des ouvriers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la génétique nous doit aider à avoir des vaches qui sont plus faciles à gérer. Parce qu'il manque, suivant en Italie, dans ces grosses fermes, le coup d'œil de l'éleveur. Que c'est ça que pour moi, c'est capable de faire la différence. Encore dans l'élevage des bovines de lait. Et je pense que c'est là. Moi, des fois, je pense que je suis chanceuse d'être éleveur de vaches anglais parce que c'est encore en Italie le seul type d'élevage que les éleveurs sont encore toujours propriétaires de ces animaux. Oui. En Italie, il arrive souvent que c'est les éleveurs de bovins à viande ou il y a l'élevage de porcs ou de poulets qui travaillent. Les propriétaires de la ferme, ce n'est pas propriétaire des animaux. C'est qui est le gros... Contrairement aux élevages laitiers, alors. Oui, c'est le gros entreprise qui donne l'aliment suivant qui sont les propriétaires des animaux. C'est seulement encore dans l'élevage de vaches de lait que l'éleveur, le fermier, c'est propriétaire de ces animaux. D'où l'attention particulière et une motivation particulière pour soigner en particulier sa génétique. Patrice, je me tourne vers vous pour avoir, comme je le disais en introduction, un regard un peu plus large sur les attentes au niveau mondial, puisque à chaque pays pratiquement ses propres exigences, à chaque système d'exploitation, on va trouver un besoin parfois un peu différent. Mais il y a quelque chose qu'on entend qui est assez commun entre la vision de l'éleveur suisse et de l'éleveur italien, c'est toujours le besoin d'un animal de plus en plus standard finalement qu'on entend quand on entend parler de la traite robotisée, automatique, etc. On a besoin d'animaux assez conformes finalement au matériel avec lequel on va les élever, avec lesquels on va travailler. Est-ce que c'est la même chose partout ou est-ce que là aussi il y a des différences selon les pays ou selon les attentes des éleveurs? Oui, bonjour. Oui, bien entendu, chaque marché possède ou nécessite des particularités parce que chaque marché peut avoir, doit fournir du lait pour certains, avec certaines connotations différentes. Certains vont être plus du lait fromager, certains vont être plus pour du lait, du lait qui vont être transformés en d'autres produits. Et donc, le besoin peut être légèrement différent. On parle de lait qui est produit en région montagneuse, en région fourragère ici, où est-ce que M. Beltramino parle de lait qui est produit à l'intérieur de fermes ou en stabulation. Donc, déjà, il y a des différences au niveau des besoins, des nouveaux besoins génétiques. Reste qu'en concept et en surface, il y a quand même une réalité qui est globale. Celle de savoir que 90% des consommateurs du produit ou de l'alimentation sont en ville. Et puis, on sait qu'il y a une densité qui augmente. Les terres disponibles pour produire, pour nourrir les aliments sont sous pression exactement, oui. Également. On sait que la population est en augmentation également. Donc, lorsqu'on se projette dans un certain avenir, il y a une pression. Il y a une pression sur l'agriculture et puis il faut garder cette vision-là, il faut en être conscient. Ça nous emmène avec des besoins aussi ou des difficultés au niveau de la main-d'œuvre. Les ouvriers qui travaillent sur les fermes aujourd'hui n'ont pas le même bagage d'expérience, n'ont pas la même connaissance qu'ils avaient il y a 25 ans ou il y a 50 ans. Où est-ce que les jeunes adolescents avaient tous un grand-père ou un oncle ou une tante qui possédait une ferme dont ils allaient passer une semaine de vacances à l'été. Donc, il y avait le contact avec ces animaux-là. Ça permettait d'avoir un minimum de connaissances aussi, bien sûr. Avec l'agriculture et puis les gens et puis comment le produit était fait. Aujourd'hui, on l'a perdu, ça. Donc, il y a un détachement entre les gens qui consomment le produit et puis
nous, si je m'inclus comme fournisseur, si on s'inclut là-dedans, donc comme un détachement, il y a une obscurité qui s'est créée. Puis aujourd'hui, il y a aussi une pression de gens, on parle du bien-être animal. Merci et puis justement pour cette transition, parce que justement, j'avais l'intention d'interroger nos éleveurs, que ce soit en Italie ou tout de suite après, peut-être avec Patrick pour la Suisse. Est-ce que on ressent en Italie la même pression de la société, des consommateurs qui ont des nouvelles exigences, des attentes? Alors avec tout ce qu'il y a d'extrême dans la communication, dans les médias, dans les réseaux sociaux, est-ce qu'on ressent la même chose en Italie qu'ici en Suisse ou ailleurs? Oui, aujourd'hui en Italie c'est la même chose. Et moi souvent je suis désolé parce que les personnes de la ville, qui comme a dit avant Patrice, ne connaissent presque rien de vraiment le monde de l'élevage, ils pensent que nous n'aimons pas notre animaux. Mais ça, c'est pas possible, parce que des personnes comme moi... On ne peut pas être éleveur si on n'aime pas ses animaux. C'est moi ou Patrick qui souvent se lève la nuit pour une vache qu'ils veulent ou pour soigner une veau qui est malade. C'est nous qui aimons les animaux, et nous aimons les animaux plus que peut-être que la personne de la ville. Aujourd'hui, c'est comme ça. Peut-être que aussi c'est que nous avons trompé quelque chose dans les années passées. Surtout comme le système qu'il y a en Italie, que c'est plus intensif. Comme en Italie, quand il fait de la promotion de lait, c'est pas correct de faire voir des vaches à le pâturage. En Italie, il n'y a pas de vaches. C'est pas la réalité, oui. C'est pas la plus grande, c'est pas la majorité. Je pense qu'il faut travailler pour faire voir le vrai système de production de lait. Parce qu'il y a des personnes qui vraiment ne connaissent rien. C'est arrivé chez moi, une école en visite, que la maîtresse m'a demandé si les génisses étaient les produits de lait. Il ne savait pas qu'un bovin a besoin de lait pour produire le lait. On part de très très loin là. Merci Mauro. On l'a entendu Patrick tout à l'heure dans votre première intervention, on a compris votre passion pour l'élevage et pour la Holstein en particulier. Mais est-ce que vous entendez aussi cette rumeur de la part des citadins ou des gens un peu éloignés de l'élevage aujourd'hui en général? Est-ce que vous entendez ces messages? Est-ce qu'on a prévu en tant qu'éleveur d'en tenir compte à l'avenir dans ses choix génétiques? Et puis peut-être la deuxième question qui me vient à l'esprit par rapport à l'expo dans laquelle nous nous trouvons, est-ce que la Suisse Expo peut être une occasion, même si c'est une rencontre assez professionnelle, est-ce que ça peut être une occasion, une tribune pour faire comprendre un petit peu votre métier et peut-être faire tomber des fausses idées ou des fausses rumeurs? Alors, je vais commencer par la première question. Oui, en Suisse, il y a aussi beaucoup de contraintes vis-à-vis du consommateur. On voit que tout ce qui se passe aujourd'hui, par le climat et tout ça, l'implication des gens par rapport à la nourriture. Mais j'ai l'impression que les gens, ils se trompent un petit peu de cible. Parce qu'à l'époque, les vaches étaient entravées. Et puis, en tout cas chez nous en Suisse, mon grand-père, il mettait les vaches depuis le 1er novembre à l'écurie. Elles ne voyaient pas le jour jusqu'au printemps. Aujourd'hui, on a aussi des troupeaux de 200-300 vaches en Suisse, quelques-unes, avec des belles stabulations, avec du confort pour les vaches. En Italie, moi qui ai visité, il fait chaud, donc la pâture l'été, c'est impossible. Mais on fait des super stabulations très ventilées, des gros ventilateurs, on refroidit, on met même des brumisateurs. Est-ce que la vache, elle est mieux dans une stabulation avec un bon confort ou des vaches qui sont à l'extérieur? Moi, on a des collègues un petit peu plus extensifs. Il fait 35 degrés, les vaches sont dehors parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Je ne suis pas sûr que la vache, à choisir, c'est les mieux dehors. On peut se poser la question, oui, tout à fait. Et je crois que le consommateur aujourd'hui, voilà, il s'est intéressé sur sa nourriture, puis il nous dit « Ah mais nous on veut pas ça, on veut pas ci ». Mais tous ces gens-là, ils achètent des vêtements made in China, made in Corée, les médias, les smartphones, on change toutes les années. Ils ne se posent pas la question comme c'est fait. Et nous, les éleveurs, on est un peu montrés du doigt, je trouve, ça nous touche. Ça nous touche vraiment d'être attaqués par ça. Et ça va, pour faire la transition par rapport à Suisse Expo, si les éleveurs, alors c'est pour ça que j'ai aussi accepté de venir sur ce plateau, on doit communiquer aux gens le travail qu'on fait tous les jours. Comme a dit Mauro, on aime nos animaux, on se relève la nuit pour les vélages, il y a des caméras dans les box de vélage, mais quand ça veut véler, on se lève, c'est 2h du matin, on s'occupe de notre veau, et puis ça je crois qu'il faut les aimer. 365 jours par année. Et on compte pas ses heures, hein, on compte pas nos heures. Ouais, bien sûr. Et il ne faut pas toujours montrer les petits côtés extrêmes qu'il peut y avoir, comme dans tout corps de métier. Souvent, on est montré du doigt pour un ou deux cas.
Mais je crois que la majorité des éleveurs, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment leurs animaux. Et ça, c'est le principal. Merci, merci Patrick, qui répond toujours avec autant de passion, hein, vous l'aurez remarqué. Patrice, je suis tenté quand même de vous poser la même question pour terminer. Savoir si au niveau mondial, quel que soit l'endroit, vous avez l'impression qu'on commence à tenir compte un petit peu de ces messages. En tout cas, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les choix de la génétique de demain? Absolument. Je travaille pour ST Génétique, qui est un des fournisseurs de génétique et aussi de produits de biotechnologie, dont la semence sexée. On a une responsabilité comme fournisseur de penser à plusieurs générations en avant. Donc, on se doit de penser dans le futur. En parlant de futur, et puis pour rejoindre la question que vous venez de poser à Patrick, je pense que des événements comme Swiss Expo sont spectaculaires, sont des opportunités spectaculaires pour reprendre contact avec les gens de la ville ou les gens qui ont une méconnaissance ou qui ont une naïveté versus le travail des gens comme Mauro et de Patrick. Curieux, mais qui ont un certain nombre d'idées préconçues, c'est clair. Par exemple, hier, j'ai vu plusieurs groupes de jeunes enfants d'école. C'était une sortie scolaire pour eux. On se doit d'être très conscient. Ces gens-là voient peut-être des vaches pour la première fois de leur vie. De leur passer l'éducation, de leur montrer en fait toute la passion que des éleveurs comme Mauro et Patrick partagent et aussi tout le bien-être et tous les soins qui sont donnés à ces animaux-là et la qualité dont le produit, notre lait, sous quelle forme il va être fait, il va être produit. Donc, au point de vue, pour revenir à la question plus directement, donc oui, au niveau global, dépendamment des pressions plus immédiates ou pas, il y a des changements. Ils sont très rapides. Et puis, ils vont venir encore plus rapidement, puis ils vont grandir de façon exponentielle dans les prochaines années. Ouais. Il faudra produire beaucoup plus avec des ressources qui vont être encore de plus en plus limitées. Oui. Puis, on doit rajouter là-dedans un facteur qui est celui où est-ce qu'on sera jugé à bien ou de mauvaise façon ou de bonne façon. Sur la façon dont on le fait. Merci pour ce regard qui était d'autant plus intéressant, vous l'avez compris, avec la présence de Patrick qui est suisse, la présence de Mauro qui nous vient d'Italie. Je ne crois pas dévoiler un secret en disant que vous nous venez du Québec, Patrice, et puis vous avez un regard particulièrement affûté justement sur l'Amérique du Nord par exemple, qui a aussi un certain nombre de pressions de ce style, de ce genre, et vous êtes obligé d'en tenir compte, comme vous venez de le dire, dans la génétique à l'avenir. Je vais passer le mot de la fin en conclusion à Patrick, bien sûr, en tant qu'éleveur suisse, qui représente aussi un certain nombre de ses collègues ici qui sont venus avec toute la passion qu'on leur connaît pour participer au concours dans le cadre de cette Swiss Expo, dans sa première édition à Genève, pour vous laisser un petit peu le mot de la fin et nous dire quel message vous voulez adresser à vos collègues comme vous l'avez fait précédemment. Par rapport à l'avenir de la Holstein, qui est notre sujet, comme vous le savez, parce que peut-être vous adresserez-vous en particulier à vos collègues de cette race-là, dont on est en train de parler de l'avenir depuis tout à l'heure, et on sent bien qu'effectivement, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent les concerner et sur lesquels vous avez bien voulu partager vos propres visions. Je crois qu'il faut continuer à communiquer positivement par rapport à cette race. Je pense que l'agriculteur il a évolué par rapport à il y a 30-40 ans, peut-être on disait que les paysans étaient un peu taiseux. Aujourd'hui, les jeunes, on n'est qu'à voir le nombre de jeunes ici à Swiss Expo. Ouais. On voit ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Les jeunes communiquent, s'ils font des bons résultats en exposition, ils mettent sur les réseaux. Et je pense que ça, c'est l'avenir, c'est qu'on ne doit pas avoir honte de notre métier. Peut-être que c'est une période, le paysan était peut-être mis un peu de côté. Aujourd'hui, on doit être fiers d'être paysan, fiers de dire ce qu'on fait, montrer l'avenir de la Holstein. On se rend compte que ça va évoluer. Tout ce qu'on a discuté par rapport aux critères de sélection économiques, fonctionnels, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être fier de notre race et de promouvoir notre travail. Merci beaucoup Patrick et merci pour cette transition avec la notion de partage, parce que j'en profite et je rebondis pour vous rappeler que tous ces sujets, tous ces reportages qui vous sont proposés par Swiss Expo TV sont partageables et c'est ce que nous vous invitons à faire. N'hésitez pas à les partager le plus largement possible dans l'intérêt de l'information de tous, du plus grand nombre. Vous l'avez compris, à travers nos sujets, nous essayons de faire connaître un peu mieux vos métiers, mais aussi de parler à vos collègues professionnels qui ont aussi leur propre avis sur ces questions. Merci à vous d'avoir bien voulu témoigner. Merci Patrice, merci Patrick et merci Mauro pour avoir bien voulu aussi vous exprimer dans un français parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.